Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On est en live pour le tout premier LinkedIn Live de OkDoc. Aujourd'hui avec Claudine Piron et Romain Meunier pour parler de la valorisation du doctorat et notamment du recrutement, plus spécifiquement de jeunes docteurs et de doctorants. Donc on va essayer de voir tout ce qui est possible en 1 heure sur ces dispositifs. Donc, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui. Il y a le CIR, le CIFRE, il y a des aides régionales, il y a des fonds européens, il y a des noms comme jeunes docteurs, doctorants, et puis il y a tout un tas de, 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 de notions qui ne sont pas toujours bien maîtrisées ou qui parfois font l'objet finalement de clichés sur les docteurs. Donc, on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui tous ensemble sur LinkedIn. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire, donc qui durera 1 heure jusqu'à midi. Et on prendra très probablement les questions à la fin, mais posez-les tout au long des interventions qu'on va avoir aujourd'hui avec donc Claudine Piron de l'APEC et Bonjour. Romain Meunier, qui est doctorant CIFRE au sein de CEPOL, et il nous en parlera tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, dans un monde où les choses sont de plus en plus complexes, les doctorants acquièrent des compétences transverses qui peuvent irriguer non seulement les géants du CAC 40, mais aussi les PME. Et aujourd'hui, les dirigeants, les DRH ne connaissent pas toujours tous les dispositifs. D'ailleurs, les doctorants ne les connaissent pas non plus tous. C'est assez complexe. Et on est là aujourd'hui pour défricher tout ça ensemble. Donc, moi, je suis le cofondateur de OkDoc. Je suis docteur en droit. J'ai fait une thèse sur les relations numériques de travail et donc j'ai cofondé OkDoc pour valoriser justement le parcours des chercheurs, faire le lien entre les doctorants et les entreprises. OkDoc, aujourd'hui, c'est une communauté de plusieurs milliers de doctorants, docteurs à travers la France. L'objectif, c'est vraiment de mettre à la disposition des entreprises les compétences, l'expertise qui est développée aujourd'hui dans le monde universitaire à travers une marketplace donc d'expertise de docteurs et de doctorants. Donc, quand je dis doctorant, c'est ce qu'on appelle parfois aussi les thésards. Voilà, le doctorant, c'est quelqu'un qui est en train de faire sa thèse. Et le docteur, c'est celui qui a obtenu, alors ce qu'on dit aussi parfois dans le monde anglo-saxon, son PhD. Donc voilà, doctorant, docteur. Docteur, c'est le diplômé, il a bac plus 8 et c'est important de le reconnaître. Donc aujourd'hui, il y a plein de champs dans lesquels on a besoin et on peut faire appel à l'expertise des docteurs et des doctorants, notamment dans le domaine de la e-santé. On l'a vu avec la crise sanitaire. On a aussi tous les enjeux autour de l'IA et des data science. Romain Meunier pourra en témoigner. On a aussi toutes les sciences de l'environnement où il y a énormément de choses à faire et il y a énormément de choses qui sont déjà faites. Et puis, il y a aussi les sciences humaines et sociales qui sont parfois un peu sous-estimées ou mésestimées et pourtant qui ont des très gros potentiels. On le voit notamment chez les GAFA qui ont très très bien compris comment opérationnaliser finalement toute la science autour du marketing, les sciences cognitives. Donc il y a énormément de leviers et les docteurs et les doctorants ont vraiment beaucoup de choses à apporter aujourd'hui aux entreprises pour redonner aussi des nouvelles capacités d'innovation, réinterroger finalement les organisations de l'intérieur. Donc ça peut et ça doit aujourd'hui être au cœur de la stratégie des entreprises, notamment dans cette période où on va finalement réarmer un petit peu les entreprises après une période un petit peu atone pour tout le monde. Donc voilà, on va espérer la reprise encore plus forte et grâce aux chercheurs, grâce à leurs compétences. Donc chez OkDoc, on a 4 types d'accompagnement, notamment sur le conseil, la stratégie en innovation, sur la recherche et la rédaction scientifique. Donc là, on est sur des choses
très orienté recherche, mais aussi sur la communication et la vulgarisation scientifique pour les entreprises qui ont déjà des chercheurs et qui voudraient communiquer sur leurs travaux. Et puis enfin, le sujet du jour, le recrutement de docteurs et de doctorants, où on va accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Euh, donc aujourd'hui, le doctorat, c'est plus de 14 000 diplômés chaque année. Hein, 14 000 pour vous donner des chiffres précis. Et c'est 256 000 chercheurs en entreprise. Il faut savoir que la moitié des docteurs, des nouveaux diplômés, travaillent au bout de 3 ans dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut casser un peu les clichés. Les doctorants, quand on fait une thèse, c'est pour devenir universitaire. Non, aujourd'hui, plus de 50% des gens qui font une thèse travaillent en entreprise après leur thèse. Et il y a de plus en plus de docteurs, doctorants, voilà, qui vraiment veulent travailler avec les entreprises, font une thèse pour faire aussi bouger les lignes dans le monde entrepreneurial. Il y a aussi beaucoup de docteurs, doctorants qui se lancent dans la création d'entreprises. Il faut savoir que le budget de la recherche aujourd'hui en France, c'est 2,2% de la richesse nationale, mais qu'il faut aller encore plus loin et que tous les dispositifs qu'on va voir ensemble sur le recrutement de docteurs visent à atteindre 3% de l'investissement national. Donc, c'est vraiment un effort qu'il faut renforcer et en particulier dans les PME qui ont vraiment des gains très forts à aller chercher les compétences et l'expertise des chercheurs, comme le font d'ailleurs beaucoup d'entreprises de l'autre côté du Rhin. On cite souvent l'exemple allemand, mais les Allemands font ça très très bien et le doctorat a une très bonne réputation chez eux. Et on est là aussi pour remonter la réputation du doctorat. Alors, sans plus attendre, Claudine Pierron, elle a fait justement une thèse en sciences de l'éducation qu'elle a obtenue en octobre 2020 et elle travaille en parallèle à l'APEC. Elle va nous dire qu'est-ce que c'est l'APEC et puis comment vous accompagnez les chercheurs et les entreprises au sein de l'APEC. Voilà, Claudine. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation, Yann. Alors, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, d'ailleurs, vous voyez les slides qui vont défiler juste devant, en même temps que mon discours. Ça représente quand même 930 salariés, 12 délégations et aujourd'hui, sur notre site apec.fr, il y a plus de 1,2 million de visiteurs par jour. C'est quand même assez impressionnant et plus de 75 000 offres. Alors, notre objectif, en tout cas, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés en activité ou hors activité. Et tout notre travail avec l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, c'est d'accompagner tout au long de l'évolution professionnelle les cadres en activité ou hors activité. Alors oui, en particulier, on s'est intéressé aux docteurs. C'est vrai que étant docteur moi-même, je me suis rendu compte que les docteurs avaient quelques difficultés à décliner leurs compétences, décrire leurs compétences. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui un accompagnement plus spécifique pour eux afin qu'ils puissent traduire leurs compétences scientifiques en compétences transverses. D'ailleurs, on avait fait une étude en 2016 sur l'insertion des docteurs où on avait mappé l'ensemble des compétences transverses des docteurs et doctorants, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un public auquel nous nous intéressons. D'ailleurs, Yann, tu as noté que nous mettons en place du 21 au 25 juin CAP PhD qui sera une semaine de valorisation des docteurs. Alors, nos activités aujourd'hui sont assez pluridisciplinaires. Nous avons une offre de services qui peut accompagner à distance et en physique tout le projet professionnel, avec un accompagnement aussi sur le potentiel marché, nos études qui sont disponibles sur le site www.apec.fr. D'ailleurs, il y a une slide qui va vous montrer les différents services de l'APEC qui vont donc de l'accompagnement en poste par un consultant ou une consultante, le fait aussi d'élaborer un autre projet de reconversion, mais également d'être accompagné sur un projet de formation, des ateliers aussi sur les réseaux sociaux, sur le CV, le profil, tous ces outils permettant de valoriser
son parcours. Et c'est vrai, tu as raison, il y a un vrai travail à faire pour les docteurs qui ont des difficultés entre guillemets à valoriser cette thèse ou peut-être aussi pendant la thèse de les faire travailler sur leurs compétences transverses. Et une petite parenthèse, je l'ai d'ailleurs posté sur LinkedIn, il y a une étude qui est sortie du CEREC qui parle de ces compétences transverses que nous avons particulièrement les docteurs lorsqu'on met en place un projet sur 4 ans. Ce sont ces compétences justement qui peuvent tout à fait intéresser le secteur privé et c'est ce que nous mettons en place dans ces ateliers, à savoir de valoriser la capacité d'adaptation, d'innovation et également de collaboration avec des équipes pluridisciplinaires. Ah, voilà. Alors justement, c'est quoi ces compétences transverses ou les compétences qui sont vraiment recherchées par les entreprises qu'il faudrait pour les doctorants, les jeunes docteurs qui nous regardent, mettre dans son CV ou pour finalement pour les entreprises qu'il faudrait observer, mettre un petit peu sous une loupe pour les mettre en exergue. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui à valoriser pour les docteurs, et c'est vrai, une expertise scientifique. Mais cette expertise scientifique a permis donc de développer des capacités d'innovation, des capacités d'analyse, des capacités de critique également, et d'analyse critique, et en même temps d'adaptation et d'apprentissage permanent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec ces mutations permanentes et profondes, numériques, le docteur a tout à fait sa place dans le secteur privé. Et d'ailleurs, tu l'as bien énoncé au début de la webconférence, avec cette relance économique, les chercheurs ont véritablement un rôle à jouer, étant donné que cette expertise scientifique, ils ont pu la développer sur un projet, mais également sur des études quanti-quali, ça peut tout à fait convenir dans une entreprise qui cherche peut-être à se renouveler, se réorganiser. Et c'est vrai que le chercheur a le don, en tout cas s'il se lance dans une thèse, d'essayer de décliner les choses, de comprendre, émettre des hypothèses. Et je pense que là, on a un candidat, une candidate tout à fait de choix. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il y a aussi un vrai travail de sensibilisation à faire auprès des recruteurs qui n'ont pas forcément souvent les bonnes questions. Quand ils voient un chercheur, pour eux, c'est un chercheur qui va exercer dans un monde académique ou dans un labo. Alors que maintenant, le chercheur, il peut tout à fait s'engager dans des environnements différents. D'ailleurs, il y a peu de temps, nous avons signé une convention qui nous permet aujourd'hui de mettre en visibilité les postes dans la fonction publique. Notre président l'a signé, Gilles Gâteau. Donc, on a aujourd'hui la possibilité aussi d'intégrer des institutions publiques. Hein. Et ça, le docteur a un travail aussi de repérage de nouveaux contextes de travail, de nouveaux contextes où il pourrait justement développer ses compétences transverses. Alors justement, c'est quoi les raisons exactes qui peuvent pousser les entreprises à recruter un chercheur? Est-ce que si c'est systématiquement pour faire de l'innovation dans l'entreprise ou c'est autre chose? Alors justement, alors il faut être très prudent. C'est pas parce qu'on est chercheur, il y a de l'innovation, ça c'est clair, mais pas que. Hein. Le chercheur est en capacité aujourd'hui d'être éminemment un bon chef de projet. Puisque la thèse, c'est un projet qui est long, où il faut montrer de la persévérance, et il a cette capacité de rassembler des éléments, des informations, de les trier, de les relier. Et je pense que dans un projet d'avenir ou un projet de réorganisation ou peut-être de développement, le chercheur a sa place dans le secteur privé. Et j'ai un exemple ou plusieurs exemples, mais j'en donner un seul. Il y a eu à un moment donné un gros cabinet de conseil qui était sur de la stratégie d'organisation, a demandé à l'APEC à un moment donné de leur présenter des dossiers de chercheurs. Et en particulier, j'ai une anecdote, j'ai en tête cette sismologue qui a été intégrée dans ce cabinet sur de la stratégie d'entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une adaptabilité forte des chercheurs à mettre en exergue auprès des recruteurs et des entreprises. Et ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours quand on lit les CV, notamment des chercheurs, parce qu'on ne maîtrise pas toujours les mêmes codes entre l'entreprise et finalement le monde universitaire. On a des mots qui sont souvent un petit peu radicalement opposés.
comment identifier les compétences des chercheurs quand on ne maîtrise pas les mêmes codes, comment les trouver aussi, ces fameux chercheurs, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, comment on fait? Alors, bon, déjà, ils sont sur LinkedIn, et puis en plus, il y a des mots-clés, hein, il y a des mots hameçons pour les trouver. Mais nous, alors là, pour moi, ta question, elle est super pertinente. C'est qu'il y a un travail préalable, pédagogique à faire avec les chercheurs pour que ils puissent aussi utiliser les bons mots. Parce que ils souhaitent intégrer le secteur privé, ce ne sont pas les mêmes mots, et il y a des mots, il y a des codes, et tu as raison, des codes d'entreprise. Donc, il y a une relecture, on peut les accompagner au sein de l'APEC pour leur permettre de contextualiser leur domaine de recherche spécifique, pour le rendre plus accessible. Et en même temps aussi, on va les accompagner à identifier sur le site apec.fr des offres dont ils n'auraient absolument pas soupçonné une combinaison. Et donc, ça veut dire qu'on va les faire travailler sur des offres, sur de la recherche, de la R&D, sur des offres aussi de stratégie, où ils vont pouvoir peut-être revisiter leur CV et leur profil. Et ça amène vraiment de bons résultats, parce que au départ, lorsqu'ils font leur CV, c'est un CV académique qui est beaucoup plus destiné à leur pairs, ou peut-être pour intégrer un labo. Alors que là, on va les faire retravailler, redécliner et contextualiser avec des mots beaucoup plus adaptés pour des entreprises privées. Et ça leur permet justement de mieux identifier qu'est-ce qui est transverse et qu'est-ce qui est aussi transposable. Et on est vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui, moi je pense, Yann, et je pense que c'est pareil pour Romain quand il va intervenir, c'est de faire travailler les chercheurs sur leurs compétences transverses. Et que ces compétences scientifiques soient pour eux véritablement un point fort, et que cet esprit scientifique soit déclinable dans un secteur privé, et en même temps, comment ils pourraient contribuer au sein d'une organisation au développement de l'entreprise ou de produits. Et justement, quand on est au sein de l'entreprise, quand on est chef d'entreprise, quand on est à la tête des ressources humaines de l'entreprise, comment on mobilise ces compétences transverses et soft skills des chercheurs dans son organisation? Alors déjà, en plus, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire aujourd'hui au sein de l'APEC et par les événements qu'on met en place en ce moment, c'est sensibiliser déjà l'entreprise, se dire un docteur, oui, c'est possible. Hein, j'adopte mon docteur, hein, je vais faire un petit peu d'humour. Le docteur n'est pas, il faut casser les stéréotypes, n'est pas uniquement un personnage avec des tubes. Hein. Déjà, c'est aussi que le docteur travaille son pitch. D'ailleurs, vous avez vu, on a développé de plus en plus la thèse en 180 secondes. C'est de clarifier. C'est de mettre en lumière pourquoi on a mis le focus sur tel type de recherche. Mais c'est réussir aussi à être dans un esprit pédagogique permettant à tout le monde d'y accéder. Et je crois que c'est ça l'objectif, en tout cas, qui va être donné 2021-2022 au sein de toutes nos actions auprès des docteurs, c'est de leur permettre de mieux communiquer sur leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs soft skills, leurs hard skills, mais en même temps qu'ils aient une acculturation des contextes économiques et des codes d'entreprise. Et c'est pour ça que dans les ateliers que nous animons, nous les amenons à travailler leurs projets tout en ayant une vision du marché. Et c'est pour ça que nos études, nos notes de conjoncture qui sont produites par notre DDEA, notre département de recherche, études, c'est d'apporter des outils de lecture économique, ce qui va les rendre plus accessibles, et en même temps aussi dans un CV moins académique, extrêmement long, et qui ne donne pas forcément la possibilité pour des recruteurs non initiés sur les opportunités de les recruter ou de les envisager. Et en même temps, si on arrive à faire ça, on va peut-être réussir aussi à ce qu'il y ait dans des offres d'emploi doctorat. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant la possibilité de repérer, et d'ailleurs pour les docteurs aussi, lorsqu'ils vont chercher des offres, ils pourront retrouver des offres avec la mention doctorat. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que sur LinkedIn, j'ai déjà fait des recherches. Je ne sais pas s'il y a des gens de LinkedIn qui nous regardent, mais quand on fait une recherche sur LinkedIn par diplôme, le diplôme, le niveau doctorat n'apparaît pas. Donc, Non, il y a un tout petit à peu fait. un trou dans la raquette. Et c'est vrai que sur les offres d'emploi, le doctorat apparaît souvent comme facultatif,
si vous avez un doctorat, c'est bien, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave non plus. Et ça, c'est quelque chose de dommage, enfin, de mon point de vue, puisque c'est vrai qu'on pourrait attendre. En Allemagne, il y a beaucoup d'offres d'emploi où le doctorat n'est pas une condition facultative, mais c'est une condition nécessaire pour accéder à certains niveaux de poste. Ouais, Donc, ouais. Après, c'est vrai que Diane, tu as raison, dans d'autres pays, le docteur, d'ailleurs, moi qui ai vécu en Italie, on appelait celui qui était docteur dottore avant de prononcer son prénom et son nom. Alors là, ce que je pense qu'il y a tout un travail derrière, mais des deux côtés, hein. Il faut aussi que le docteur ou la docteure revendique aussi cet esprit scientifique, qui est une force, et en particulier dans cet environnement aujourd'hui extrêmement changeant, le docteur est en capacité de gérer plusieurs projets, mais aussi un projet avec des déclinaisons, des complexités. Et c'est ce que on constate aujourd'hui dans des situations aussi complexes où on doit prendre des décisions, c'est vrai, en temps réel. Et c'est là où justement le docteur aussi doit peut-être revoir son cheminement qui est plutôt sur de la durée. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir travailler avec les chercheurs. C'est le fait de travailler sur des problématiques sur des temps courts. C'est peut-être là aussi qu'il y a un vrai travail pédagogique aussi à faire du côté des chercheurs. la force des chercheurs, enfin, ça peut être aussi de les mobiliser sur des sujets à défricher. Je crois que les docteurs Oui, sont assez bons pour défricher, même si c'est pas leur domaine d'expertise originel, aller sur un nouveau champ où finalement il y a tout à découvrir, tout à questionner. Ça peut être aussi une manière de les mobiliser sur un sujet. Tout à fait. Oui, oui. Il faut enfin, en même temps, il y a tout un écosystème, hein, aujourd'hui, les universités et les écoles doctorales, en tout cas, moi, je peux dire ils sont en train de véritablement, heu heu, ouvrir, hein, et ils sont très, très mobilisés, pour que les docteurs, dès le début, de leur, comment dire, doctorat, soient sensibilisés à l'écosystème économique et en même temps de se sensibiliser de regarder aussi les entreprises autrement, celles qui sont privées, hein, si la carrière académique est envisagée, mais il y a aussi une deuxième hypothèse. Et il y a les réseaux alumni, je vois, il y a plein de commentaires là dans le chat. Les écoles doctorales ont un travail aussi dans la formation des docteurs, mais je pense aujourd'hui qu'il y a pas mal d'écoles doctorales aussi qui sont très sensibles à ça et qui ont lancé aujourd'hui des actions pour permettre à ces docteurs de travailler leur portfolio. Et également aussi, dès le début, dès qu'on commence une thèse, il faut être sensibilisé aussi au code des entreprises, même si on n'a peut-être pas forcément en tête de faire une carrière dans le secteur privé. Mais c'est un peu d'ailleurs, c'est un peu, je vais faire un petit peu d'autopromo, mais c'est ce qu'on fait chez OKDoc, Mmh. puisqu'on propose aux doctorants, pendant leur thèse, de faire des missions dans les entreprises qui ont justement besoin de faire appel à l'expertise de chercheurs sur des missions courtes. Et ça permet aux doctorants aussi de sensibiliser au discours de l'entreprise, puisque OKDoc, on l'accompagne sur cette transcription de ces connaissances pour que ce soit intelligible et opérationnable pour l'entreprise. Alors moi, j'ai été assez surpris, c'est ma dernière question, mais je suis assez étonné. OKDoc, c'est une entreprise bretonne, et en préparant ce webinaire avec Romain, Romain Meunier, on avait vu que en Bretagne, il y avait des foyers de doctorants, de docteurs d'entreprises qui faisaient particulièrement appel aux chercheurs, plus que sur le reste du territoire français. Et donc, comment est-ce qu'on peut favoriser l'intégration des chercheurs sur tout notre territoire? Bah, déjà parce que Yann, tu as vu, il y a beaucoup de R&D en Bretagne. Donc c'est vrai que les docteurs y vont, hein, et puis donc du coup ils sont déjà très sensibilisés. C'est une région qui est déjà très sensibilisée sur les docteurs parce qu'il y a beaucoup de R&D. On cherche beaucoup d'ingénieurs, tout ce qui est technique en tout cas, scientifique. Donc c'est pour ça. Mais en même temps, tu as raison. Faut pas forcément avoir des profils très recherchés. Il faudrait que toutes les régions, tous les territoires soient sensibilisés. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut toucher les écoles doctorales, les réseaux d'alumni, sensibiliser les PME, les institutions comme le MEDEF, la CPME, toutes les entreprises qui aujourd'hui,
configurations, enfin toutes les associations ou institutions qui rassemblent les entreprises et de leur démontrer, et d'ailleurs Romain va en parler, des dispositifs qui sont aujourd'hui tout à fait accessibles aux PME, aux TPE, aux ETI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une information. Il faut vraiment ouvrir une information plus claire et qu'il y ait des partenariats plus importants entre institutions, réseaux d'alumni, écoles doctorales, entreprises. Et que le secteur privé aussi soit ouvert par justement des offres d'emploi dont il n'aurait pas imaginé, qui se disent, ben oui, maintenant je vais mentionner aussi doctorat. Parce que aujourd'hui, un doctorat, c'est pas parce qu'on a fait uniquement un doctorat en maths physique que l'on peut que travailler dans un domaine de recherche. On peut travailler aussi dans un domaine d'organisation, de conseil. C'est un état d'esprit et en tout cas, c'est des facultés cognitives qu'a développé le chercheur de manière transdisciplinaire. Et si à partir de là, on a sensibilisé les entreprises, je crois qu'ils regarderaient différemment les docteurs. Alors, sans transition, du coup, on va poser quelques questions à Romain qui est en train de faire sa thèse dans une entreprise. Donc, c'est une thèse en finance quantitative. Romain, qu'est-ce qui t'a conduit à entreprendre une thèse? Et puis, finalement, comment tu es arrivé chez CEPOL? Bonjour à tous. Déjà, merci Yann-Mel pour l'invitation. Je voulais juste rebondir avant ça sur ce que disait Claudine. Effectivement, il y a quand même 40% donc des thèses chiffres, donc des thèses en entreprise, qui sont faites dans des PME et des TPE. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est réservé seulement aux grandes entreprises, quoi. Alors, sinon, donc pourquoi est-ce que j'ai fait une thèse? Donc, moi, ça un petit peu par hasard que je me suis dirigé vers une thèse puisque à la base j'étais en stage de fin d'études chez BNP Paribas Cardiff. Donc je faisais mon mémoire de recherche de fin d'études pour l'URIA qui était mon école d'actuariat à la base. Et je pensais donc rester à la BNP suite à mon stage. J'avais un super tuteur, Samy Collier, enfin tout se passait très bien. Et un jour en fait donc Monsieur Vermet qui était à l'époque le directeur de mon école avait transmis une offre pour une thèse chiffre sur un sujet qui semblait être la continuité du mémoire de recherche que j'effectuais. C'était un sujet qui me plaisait beaucoup et je me suis dit, bah, tiens, allez, pourquoi pas essayer de pousser les choses un petit peu plus loin. J'ai pesé les pour, les contre et je me suis finalement aperçu qu'il y avait beaucoup de pour, donc de nouvelles connaissances, l'accès à un nouveau domaine, une rémunération intéressante et enfin surtout donc obtenir un doctorat tout en engrangeant de l'expérience professionnelle. Et donc, je me suis dit, allez, Banco, on va tenter l'aventure. Et donc, voilà. Donc, ouais. Aujourd'hui, du coup, donc, je suis doctorant en chez CEPOL et j'ai donc 3 laboratoires académiques qui m'encadrent. Donc, il y a l'INRAE, Rennes School of Business et l'Agro-Campus Ouest. Voilà, grosso modo. Moi, il y a une question qui me taraude, mais du coup, est-ce que c'est CEPOL qui est venu te chercher ou c'est l'inverse, c'est toi qui es allé chercher CEPOL avec ce projet de thèse? Alors en fait, c'est mon laboratoire qui a tout d'abord proposé un sujet de recherche à l'entreprise, enfin qui a proposé ses services plutôt, on va dire, et ils ont établi en fait une problématique ensemble que CEPOL rencontrait et puis une autre filiale du groupe. Et donc à partir de cette problématique, ils ont construit un sujet de recherche ensemble. Et ensuite, c'est plutôt quand même le laboratoire qui s'est occupé du recrutement, donc de cibler les personnes. Et ensuite, du coup, le recrutement s'est fait avec le laboratoire et avec l'entreprise. Et ensemble, ils ont choisi un candidat. Alors, on va discuter ensemble de qu'est-ce qu'une thèse chiffre, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, finalement, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce dispositif. Pour rappel, c'est entre une entreprise, un laboratoire de recherche et un doctorant. Et puis, il y a même un quatrième acteur étatique qui attribue une subvention. Donc, on va voir ensemble avec Romain Meunier comment ça fonctionne concrètement chez CEPOL. Est-ce qu'il y a d'autres doctorants, par exemple, dans l'entreprise? Comment ça fonctionne au quotidien pour toi? Est-ce que tu es dans l'entreprise tous les jours ou au contraire dans ton laboratoire? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, effectivement, donc, je travaille régulièrement avec un autre doctorant, Michael Pouliquin, qui lui est dans une autre filiale du groupe, qui s'appelle Fidalliance, mais
on travaille dans le même bâtiment. Donc, on se rencontre régulièrement. Et en fait, on a les mêmes directeurs de thèse et nos deux sujets ont été créés en même temps. Et en fait, on travaille sur des sujets qui sont complémentaires. Sinon, donc au quotidien, nous sommes vraiment comme des employés classiques. Nous travaillons avec les équipes, soit sur notre thèse ou alors sur des sujets qui sont propres à l'entreprise. En fait, il faut bien comprendre que le sujet de la thèse a été construit avec l'entreprise et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous laisse du temps pour développer le sujet, puisque ça lui tient à cœur donc qu'on obtienne des bons résultats, parce que c'est également dans son intérêt. Et puis, dernière question, c'était donc la répartition du temps entre entreprise et laboratoire. Eh bien, ça se fait vraiment au feeling. Je sais que si j'ai besoin d'aller voir mes directeurs de thèse, mon manager me laissera aller les voir sans aucun problème. Donc c'est avant tout en fait une relation de confiance qui se dessine au fil du temps. Et parfois, on va travailler une semaine entière sur des sujets qui sont propres à l'entreprise. Et parfois, on va travailler exclusivement sur notre thèse. C'est vraiment au feeling et selon les besoins de l'entreprise, quoi. Oui, c'est une relation assez souple, hein. Moi-même, j'ai fait une thèse CIFRE. Ça peut aussi évoluer au fil du temps. Généralement, la première année, on passe plus de temps sur des sujets propres à l'entreprise. C'est connexe à la thèse, donc les deux s'auto-alimentent. Et parfois, la dernière année, un petit peu plus de temps pour la rédaction de la thèse qui intéresse de toute façon, les conclusions intéressent aussi l'entreprise. Tout à fait. Et là, même, je dirais, l'école doctorale, enfin mes directeurs de thèse plutôt, ont décidé d'encore plus pousser, on va dire, le côté entreprise, où on a essayé de développer 3 problématiques distinctes ou qui sont liées, bien sûr, pour en fait bâtir la thèse. Donc en fait, la thèse va consister à traiter trois problématiques différentes et ça va constituer la thèse tout simplement. Une première problématique, une première partie, une deuxième problématique, une deuxième partie, une troisième problématique, une troisième partie. Voilà, comme ça c'est super. Enfin, ça sert vraiment à tout le monde. Très bien. Et alors, du coup, ça a un coût tout ça. Comment ça fonctionne ce dispositif? Qui peut l'obtenir à la fois du côté des entreprises et puis surtout du côté des candidats à la thèse? Qui sont ces candidats? Alors, donc déjà, les critères d'éligibilité. Donc, il faut que le candidat soit titulaire d'un master. Il faut également qu'il ne soit pas présent dans l'entreprise depuis plus de 9 mois. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus qu'il ait commencé un doctorat depuis plus de 9 mois. Et il faut aussi donc disposer des autorisations pour travailler en France. Je voyais qu'il y avait une question d'ailleurs pour les étudiants étrangers. Donc effectivement, il faut des autorisations pour travailler en France. Mais important de noter, il n'y a aucune condition de nationalité, aucune condition d'âge, aucune condition d'ancienneté du niveau master. On peut très bien faire un doctorat à 40 ans, 50 ans si on a envie. Et toutes les disciplines scientifiques sont acceptées. Et du coup, ça coûte combien à l'entreprise tout ça, d'aller chercher un doctorant, pardon. Moi aussi, j'ai des petits défauts de langage. Alors, non, c'était avant le coût d'un doctorat en CIFRE. Le slide coût d'un doctorat en CIFRE. Voilà, si, merci. Alors, il y a 2 subventions qui ont été créées pour aider les entreprises. Donc, il y a tout d'abord la subvention ANRT. Donc, ça, c'est une subvention de 14 000 € par an pendant 3 ans. Et il y a également le crédit impôt recherche, donc le CIR, qui lui va dépendre du salaire du doctorant. Donc à droite, j'ai mis un petit graphique pour représenter en fait la répartition de la distribution des salaires des doctorants en CIFRE. Donc il faut savoir qu'il y a un salaire minimum pour les doctorants en CIFRE qui est de 23 484 €. Et l'ANRT a fait quelques statistiques et la moyenne du salaire d'un doctorant en CIFRE, c'est 29 000 €. Donc j'ai fait 2 simulations différentes. Une première en simulant donc l'emploi d'un doctorant en CIFRE au salaire minimum, donc à 23 484 €, ou alors au salaire moyen à 29 000 €. Donc l'entreprise va supporter différents coûts, donc le salaire brut, les charges patronales, qui vont représenter en général 40% du salaire brut, et aussi les frais du laboratoire académique. D'accord ? Et ça, c'est en moyenne 10 000 € par an. En contrepartie, l'entreprise va recevoir la subvention ANRT et puis le crédit impôt recherche. Et on peut voir que le coût final pour l'entreprise en fait est très réduit. Si le doctorant en CIFRE a le salaire minimum
alors le coût réel pour l'entreprise sera de 12 200 euros. Et s'il a le salaire moyen de 29 000 euros, le coût réel pour l'entreprise sera de 16 500 euros. Donc, ce sont des coûts qui sont vraiment très limités pour un salarié. Alors moi, je me souviens quand j'ai fait ma thèse CIFRE, pour le coup, j'avais la chance d'avoir un salaire un peu plus élevé, mais les frais de laboratoire académique étaient beaucoup moins élevés. Je crois même qu'ils étaient de zéro. Ça dépend aussi beaucoup des spécialités et du montage à l'origine de ce dispositif CIFRE. Est-ce que c'est une volonté du laboratoire qui monte le projet avec une entreprise, ou est-ce que c'est d'abord un projet entre un doctorant et une entreprise? Et puis, ça dépend beaucoup des domaines de spécialité, puisque finalement, les frais de laboratoire sur certaines disciplines, je pense notamment à la biologie, etc., on va utiliser des machines, des outils qui sont dans le giron de l'université. Et donc, du coup, c'est juste un retour sur investissement. Tout à fait, effectivement. Et dans des disciplines comme le droit, effectivement, on mobilise la bibliothèque, mais les frais de bibliothèque sont un peu moins élevés. Tout à fait. Et de toute façon, le crédit d'impôt recherche est proportionnel au salaire aussi. Donc effectivement, ça vient s'équilibrer en général. Voilà, mais le coût reste très faible. Ça, c'est vraiment des points très importants. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais n'hésitez pas à les poser à nouveau dans le chat et on reviendra sur toutes vos questions à la fin. Il nous restera une bonne quinzaine de minutes pour les aborder. Alors maintenant, j'ai une question. Toi, tu comptes continuer à travailler en entreprise après ta thèse? Tout à fait, oui. Et donc, du coup, tu vas devenir un jeune docteur. Du coup, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément non plus ce dispositif-là, qui est très avantageux pour les entreprises et qui peut représenter aussi un coup de pouce pour les jeunes diplômés du doctorat. Donc, finalement, c'est quoi un jeune docteur? Comment on embauche un jeune docteur aujourd'hui en France? Alors, un jeune docteur, c'est quoi déjà? Donc, un jeune docteur, c'est quelqu'un qui vient d'obtenir son doctorat. Enfin, c'est un statut. Et ce statut, il est accordé lorsque le salarié il est embauché pour la première fois en CDI. L'entreprise a une condition à tout de même respecter, c'est pour que son employé bénéficie de ce statut, il faut que son effectif donc du personnel de recherche ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Il ne faut pas avoir viré quelqu'un, par exemple. Et donc, ce statut, en fait, il va être conservé pendant 2 ans après sa première embauche. Et quel est l'intérêt? En fait, c'est que le jeune docteur qui va travailler sur des travaux donc de recherche et développement va bénéficier d'un crédit d'impôt recherche qui va être vraiment beaucoup gonflé. Très bien. Donc là, on est au point, je crois, sur les critères d'éligibilité. Et maintenant, la question importante, combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Donc, comme je disais, c'est que le statut de jeune docteur, ça va permettre de gonfler le crédit d'impôt recherche pendant 2 ans. Donc, grâce au statut de jeune docteur, donc le salaire chargé du jeune docteur va être compté double. Et également, les frais de fonctionnement vont être portés à 200% du salaire chargé au lieu de 43%. Donc là, j'ai fait un petit tableau pour comparer justement si l'entreprise embauche, on va dire, emploie un ingénieur ou alors plutôt quelqu'un avec un statut jeune docteur. Donc on va partir par exemple sur un salaire brut assez élevé, donc de 80 000 euros brut. Donc l'entreprise va avoir des charges patronales à payer et en contrepartie, elle va bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. Donc, si on emploie un ingénieur, par exemple, sans ce statut jeune docteur, le coût final pour l'entreprise sera de quasiment 64 000 euros. Par contre, si on a le statut jeune docteur, alors on peut voir que le coût est même négatif. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va même être payée pour employer un jeune docteur lors des 2 premières années. Ça représente en général 28% du salaire brut du jeune docteur. Alors, j'ai un petit bémol sur ça, c'est si effectivement le jeune docteur est à 100% sur des tâches de recherche et développement. Parfois dans les entreprises, et on ne va pas arriver du coup à un coût négatif, mais on va arriver à un coût équilibré. Finalement, si par exemple on fait 80% de recherche et 20% de tâches autres, ce qui arrive globalement assez souvent. Mais donc du coup, le jeune docteur, l'embauche, dans tous les cas, ne va rien coûter pendant 2 ans. Et ça, c'est un vrai argument
que les jeunes docteurs peuvent mettre sur la table quand ils candidatent dans des entreprises, et notamment dans les PME. C'est un argument finalement pour leur compétitivité face à d'autres profils. Et puis, pour les entreprises, pour les PME, c'est un argument pour aller chercher des jeunes docteurs dans leurs équipes, parce que en plus de toutes les compétences qu'on a évoquées tout à l'heure avec Claudine Pierron, transversales, là, en plus, on a finalement quelque chose qui ne va pas freiner l'entreprise, mais qui va plutôt lui donner un coup de boost, puisque ça ne coûte rien pendant 2 ans. Et on imagine qu'au bout de 2 ans, on va récolter aussi les fruits de cet investissement, finalement investissement de l'État, mais qui est vraiment important aussi pour la compétitivité des entreprises, et pour voir aussi à plus long terme notre compétitivité nationale. Voilà. Maintenant, on arrive un petit peu au moment où on va aborder la conclusion. Je pense que Claudine a des points qu'elle voulait éclaircir, compléter peut-être. Non, c'est parce que je regardais le chat et il y avait pas mal de questions. Enfin, est-ce que c'était valorisant, la thèse CIFRE auprès des recruteurs? Moi, je pense que oui, parce que déjà, une expérience professionnelle, c'est la thèse CIFRE, c'est une expérience professionnelle à valoriser absolument. Je pense que Romain va le dire. Oui, je pense que et c'est toujours, moi, je pense la difficulté pour l'instant, c'est de sensibiliser les entreprises et les recruteurs. Tant qu'on n'aura pas gagné ça, et c'est pour ça que véritablement, nous, on va véritablement l'APEC développer ces opérations CAP PhD, atelier docteur, nos associations. C'est terrible parce que c'est vraiment important. Les réseaux alumni, les écoles doctorales où on a des gens extraordinaires qui œuvrent pour mettre à disposition des ateliers. Il faut, enfin, il y a une nécessité aussi que les entreprises, on puisse les inviter au sein des écoles doctorales, parce que il faut les sensibiliser aussi aux matières étudiées, aux thèses qui sont mises en place, parce qu'une thèse, dès qu'une entreprise entend qu'une thèse, c'est complexe. Voilà. Il y a une complexité, et est-ce qu'aujourd'hui on a la bonne lecture, la grille de lecture pour se dire que j'ai fait une thèse sur une pièce du Moyen Âge, est-ce que cette personne-là, elle est employable? Et là, on est sur le terme employabilité des docteurs au sein du secteur privé. Et tout le travail qu'il y aura à faire là-dessus, c'est de valoriser la recherche scientifique, mais c'est une recherche scientifique qui permet de développer des compétences transverses, des soft skills, qui vont contribuer au développement des entreprises. Alors, j'ai une question qui vient juste d'arriver. Toute thèse, CIFRE ou non, n'est-elle pas considérée comme une expérience professionnelle? Mais oui, C'est une question qui revient souvent, et ça complète peut-être. mais Agathe qui nous pose cette question, elle a raison. C'est pour moi, c'est une expérience, parce que regardez, un projet, je peux en parler. C'est un projet qui a été plus long pour moi, pour ma thèse, puisque j'étais salariée en même temps. Mais c'était un deuxième projet qui me prenait énormément de temps et qui m'a permis véritablement de développer d'autres appétences, d'autres expertises, et ensuite on est expert de notre sujet. Et ça, il faut le valoriser, et c'est une expérience. Et Romain, qui fait sa thèse en CIFRE, je pense que tu peux confirmer justement cette expérience professionnelle, parce que tu n'es pas un stagiaire au sein de CEPOL. Non, vraiment, tout à fait. C'est vraiment une expérience professionnelle, puisque, comme je disais pendant ma présentation, donc on fait effectivement des travaux pour notre thèse qui sont des problématiques pour l'entreprise. En fait, c'est tout simplement de la gestion de projet, où je vais aller chercher les infos dans différents endroits d'entreprise. Et on travaille également sur des sujets qui sont propres à l'entreprise, où là, typiquement, on va vraiment sur de la gestion de projet, où il y a une problématique que l'entreprise évoque, et nous, on va essayer de résoudre ce problème, et voilà, de faire ça au mieux. Et c'est vraiment, parfois pas en rapport avec notre thèse, mais c'est vraiment une expérience professionnelle, quoi. Tu as des réunions tous les lundis? Des réunions tous les lundis, ouais, effectivement. Ah, c'est une vraie Tous les vendredis aussi. Alors, c'est sûr. On a une petite question très technique. Est-ce qu'il sera possible de revoir ou de recevoir le replay? Vous envoyez, si vous voulez, les slides,
vous nous envoyez un petit message à contact@okdoc.fr et on vous enverra les slides avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez revoir le live ou le partager, bien volontiers, il sera toujours disponible sur LinkedIn et on le mettra peut-être même sur YouTube. Donc ça, c'était la petite question technique pour répondre à Solène Delorme. Mais c'est un point important. Et puis, je voulais revenir tout à l'heure un petit peu, on a évoqué les aides, on a évoqué le CIR, on a évoqué la thèse CIFRE, on a évoqué également le statut de jeune docteur. On n'a pas parlé des aides régionales qui sont évidemment différentes d'une région à une autre. Je sais par exemple que la région Île-de-France est très généreuse avec les entreprises qui veulent faire appel à des docteurs, des doctorants, puisqu'elle finance finalement la thèse pendant 3 ans. Donc là, ça rajoute un nouvel acteur dans l'écosystème, mais pour les entreprises qui sont éligibles, qui correspondent finalement au sujet, notamment sur la santé, il y a beaucoup de financement de ce côté-là. Et puis, il y a des financements aussi au-dessus des régions, au niveau de l'Europe. Il y a des fonds européens aussi sur certains sujets. Donc là, c'est quand on est dans des sujets bien spécifiques qui ont été fléchés comme prioritaires, soit par la région ou soit par l'État européen, autour de l'IA, autour de la sécurité, autour aussi, donc je disais, de la santé. Mais il y a encore plein d'autres sujets. Évidemment, on pourrait pas tous les évoquer. Je vois Latifa qui dit la région Grand Est a commencé à le faire aussi. Oui, Donc, tout voilà, à fait, tout à fait. Ah bah, il y a une très belle initiative dans la région Grand Est, ou la région Grand Est. D'ailleurs, j'avais passé un article là-dessus, et là, on peut recruter un docteur dans une PME. Et c'est vrai que ce serait extraordinaire que toutes les régions s'y mettent, et la région Grand Est a été précurseur là-dessus, et ce serait génial que l'on puisse aujourd'hui valoriser les compétences des docteurs dans les régions. Et chez OKDoc, nous, on aide aussi les entreprises à identifier des docteurs, des jeunes docteurs, puisque les entreprises ne savent pas toujours où les chercher, et tous les docteurs ne sont pas encore, pas tous sur LinkedIn. Donc, même si on y contribue, on peut aider aussi les entreprises à identifier les docteurs qui peuvent compléter leurs équipes. Alors, j'ai eu une question tout à l'heure sur les services de OKDoc et de l'APEC. Est-ce qu'ils sont ouverts aux doctorants qui font leur thèse à l'étranger? Donc, à l'APEC, je ne sais pas comment ça se passe, Claudine. Écoutez, oui, vous pouvez tout à fait. En plus, on a même une offre internationale, hein. On a aussi une offre de service sur l'APEC Mobilité Internationale, mais on peut aussi vous suivre professionnellement à distance et vous donner tous les outils vous permettant de valoriser votre carrière de chercheur. C'est disponible. Il faut créer son compte APEC, hein, sur le site www.apec.fr. Vous créez votre compte et vous avez la possibilité, vous avez même la possibilité d'avoir un rendez-vous digitalisé, online. Il y a un planning qui apparaît et vous pouvez tout à fait échanger. Et n'oubliez pas la session, d'ailleurs, la semaine du 21 au 25 juin, où justement, on va vous remontrer tous ces outils à disposition pour les docteurs qui ne font pas forcément de manière automatique penser à l'APEC pour leur recherche d'emploi. C'est vraiment une date à noter. Hein. Ah oui. Et ça s'appelle comment? Cap PhD. 4 PhD, et on a plusieurs, d'ailleurs, le calendrier va apparaître aujourd'hui avec toutes les conférences, autant sur la thèse CIF, le crédit impôt recherche, l'intégration donc justement de ces chercheurs, toutes disciplines dans des secteurs privés. Il y a des témoignages, il y a des pitchs de docteurs, il y a des entreprises qui vont participer, il y a des conférences avec la vice-présidente de l'université Paris-Saclay, il y a aussi le directeur innovation de Sorbonne Université. En tout cas, tout l'écosystème des docteurs est là, et puis également tout le réseau alumni des universités, des écoles doctorales. Alors, et côté OKDoc, si on est jeune doctorant, docteur à l'étranger, on peut aussi proposer ces services. Alors évidemment, c'est souvent des entreprises elles-mêmes étrangères qui vont être intéressées,
mais on est preneur de tous les profils et tout dépend ensuite des attentes et des besoins des entreprises, mais il ne faut pas hésiter aussi à vous rendre sur le site de OKDoc. Alors, j'avais une autre question qui peut notamment intéresser Romain. Pensez-vous que le cursus doctoral soit suffisamment présenté, mis en valeur au niveau des masters dans les universités? Comme tu as fait ta thèse, enfin, tu sors plutôt, tu as fait ton master il y a moins longtemps que moi. Claudine, je ne sais pas, mais en tout cas, que moi, c'est sûr. Est-ce que c'était suffisamment mis en avant dans ton parcours ou pour tes camarades? Alors tout à fait, je pense qu'on gagnerait aussi à promouvoir en fait, les avantages de faire un doctorat dans les universités. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé en fait, nous, en cours. Du coup, moi, j'ai postulé à cette offre via le directeur de mon école, effectivement, qui nous avait envoyé l'offre par mail. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on aborde réellement, et à part l'aspect justement universitaire, on n'a pas vraiment eu d'informations sur quel serait en fait l'intérêt d'un docteur en entreprise, quel est l'intérêt d'avoir un doctorat. Et je pense effectivement que les universités auraient tout à y gagner, à vraiment présenter en fait, eh bien, l'intérêt d'avoir un doctorat en entreprise, toutes les connaissances et les aptitudes qu'on peut développer en faisant un doctorat. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. On a encore un petit peu de temps si vous avez des nouvelles questions. Sinon, ça veut dire qu'on a été très, très clair sur notre présentation. Yann, je voulais juste répondre à une question qui est Oui, juste à bien côté. sûr. Avez-vous des pistes pour la région de l'Oise? Alors, j'invite cette personne à aller sur le site apec.fr où nous, aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle DataCadre. C'est un outil qui vous permet d'identifier des offres d'emploi par région, par ville. Donc, je vous invite en Picardie, dans les Hauts-de-France, vous avez des notes de conjoncture. Vous avez aussi la possibilité de taper l'intitulé de poste ou d'un poste qui vous intéresse et vous avez un matching et vous avez des offres d'emploi qui apparaissent. Donc, j'invite vraiment ces outils digitaux pour la recherche d'emploi, c'est gratuit. Alors ça, c'est important. Vous devez aussi, si vous souhaitez après être accompagné individuellement, vous créer un compte apec.fr. Mais oui, il y a des notes de conjoncture sur la région Hauts-de-France. Donc, allez-y et c'est sur le site apec.fr, toutes les études. Voilà. Et les entreprises peuvent diffuser aussi leurs offres d'emploi via l'APEC? Bien sûr, bien sûr. On en a plus de 75 000 quand même, Yann. 75 000 offres quand même. Non, mais je ne sais pas, toutes les PME n'ont pas forcément le réflexe. Donc Alors, c'est vrai qu'on accompagne, on a une autre offre de service d'ailleurs qui accompagne les PME dans le diagnostic de leurs besoins de recrutement et aussi un service pour les PME leur permettant d'avoir une aide à la rédaction de leur offre. Voilà, on en met bien en avant le diplôme requis doctorat, voilà. Bac plus 8. Voilà, Bac plus 8. On ne le voit pas assez souvent. Donc, il faut qu'on mette plus. Il faudra militer là-dessus, d'ailleurs. Mais oui, on est là pour ça. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. On vous propose de continuer à échanger avec nous. Donc, vous avez les coordonnées de chacun des intervenants et vous pouvez poser vos questions pour continuer à chatter. Et puis, vous pouvez aussi revoir le live qui est disponible sur LinkedIn. Puis, vous pouvez aussi, bien sûr, suivre OKDoc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et puis notre chaîne YouTube qui est un peu naissante. Et encore un grand merci à tous. Un grand merci à Claudine Pierron, un grand merci à Romain Meunier pour leur disponibilité ce matin. Et puis, si vous avez des idées de prochains thèmes de webinaire, on est aussi preneur, donc vous n'hésitez pas, vous continuez sur le chat à nous proposer des prochaines idées, des prochains intervenants. On sera ravis de se retrouver tous ensemble. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Merci à tous. Et puis, valorisez vos compétences transverses et puis retravaillez aussi parfois vos profils sur les réseaux sociaux. Et regardez bien aussi les mots les plus attractifs pour être repérés aussi sur ces sites et également votre CV à retravailler. Voilà, et en tout cas, une très belle journée à tous. Et effectivement, j'ai juste un dernier petit commentaire pour répondre à Dumano qui cherchait donc une offre d'emploi. Je sais que CEPOL vient de lancer une campagne de recrutement sur LinkedIn. Donc, je t'invite à aller voir si quelque chose t'intéresse, on ne sait jamais. C'est le meilleur. Et puis voilà.
C'est ça, exactement. Merci beaucoup Yann Maël, merci beaucoup Claudine, et puis merci à tous. Merci Romain, merci Yann. À bientôt, hein. À À très bientôt. bientôt. Merci à vous.